Merci de nous rejoindre dans le débat de ce vendredi, mesdames et messieurs. Bienvenue donc à tous. Ce soir, nous voulons nous intéresser à un sujet que vous connaissez. Notre pays a souvent été salué pour la qualité de ses processus électoraux et cette qualité repose en grande partie sur la fiabilité de ce processus, fiabilité qui inclut également les équipements utilisés. Récemment, la Commission électorale nationale autonome Sénat a exprimé son intérêt pour la piste de la GDIZ, la grande digue industrielle intégrée pour la commande de ces équipements électoraux pour les élections de 2026. Cette démarche, si elle se concrétise, pourrait marquer un tournant majeur, celui d'un Bénin de plus en plus autonome dans l'organisation de ces élections. Ce soir, avec nos analystes politiques, nous allons explorer et les implications, les opportunités, les défis de cette nouvelle orientation. Est-ce un pas décisif vers une souveraineté électorale accrue? C'est ce que nous allons voir avec vous, Boniek Anagono, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Angèle, bonsoir aux amis téléspectateurs. Julio Tomelti, juriste, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Angèle, Touboula, bonsoir au plateau et aux téléspectateurs. Et Roméo Aïssegbe, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Madame Angèle, bonsoir aux téléspectateurs. J'espère que vous vous portez tous bien. Allez, on va démarrer par ce premier sujet. Si on a le temps, on aura un second que je vous présenterai en temps et en heure. Alors, Bonia Kanangono, la première question, elle est pour vous. Vous avez lu dans la presse et vu cette délégation de la Sénat se rendre à la GDIZ pour voir ce qui se passe dans ce hub industriel. Selon vous, l'exploration de la piste GDIZ par la Sénat, dans quelle mesure cela représente une avancée significative vers une autonomie du Bénin dans l'organisation de ces élections? Angèle, merci beaucoup. Il faut dire que en s'adressant par exemple ou en faisant l'option de scruter cette possibilité de se faire établir les équipements électoraux par la GDIZ, on peut souverainement et techniquement analyser cette démarche comme étant une affirmation d'une certaine souveraineté électorale et mieux d'une certaine reconnaissance donc du génie interne et local, n'est-ce pas, dans ce que nous pouvons appeler des actes de souveraineté que nous allons poser, puisqu'une élection évidemment dans une république c'est un acte donc de souveraineté. Donc en se comportant ainsi, je crois que c'est une très bonne démarche que la Sénat a entreprise et donc on verra l'aboutissement. En plus on est encore conditionnel, on verra si ça se concrétise, mais si ça se concrétisait, c'est que on aurait affirmé de façon claire notre autonomie, notre souveraineté électorale, on aurait de façon précise contribué à la dynamisation donc d'une certaine économie locale, on aurait d'une façon précise montré aux gens que nous sommes en capacité de produire nos propres équipements et nous sommes en capacité d'organiser nos élections. Et mieux, quand nous acquérons les équipements électoraux de l'extérieur, il y a un risque pressant qui est là, le risque de manipulation, peut-être d'ingérence extérieure. Et donc, on va pouvoir régler également ce problème-là en prenant nos équipements chez nous. Donc, en gros, c'est une très bonne démarche, une démarche souveraine, une démarche réfléchie. Et puis, le gouvernement, en travaillant à installer ce type d'industrie ou ce type de feeling dans la République, c'est pour que ça serve les intérêts de la République. Et donc, je crois que c'est une bonne démarche et puis c'est une démarche à encourager. Vers une souveraineté électorale accrue, d'autant plus qu'on finance les élections au Bénin depuis quelques années déjà. Julio Tomelti. Oui, bien entendu, le Bénin n'a plus recours depuis quelques années à des partenaires extérieurs ou à des organismes internationaux pour le financement de ces élections. Et quand vous avez parlé d'élections, c'est des milliards de nos francs. Comment faire pour qu'une bonne partie de ces fonds, de ces milliards, reste sur le territoire béninois et nourrit le tissu économique? C'est l'un des objectifs majeurs. Moi, de ma position, j'avais entendu il y a très longtemps que pourquoi, par exemple, on ne pouvait pas confectionner, comment on appelle, les bulletins de vote ici, par exemple. Et parce que l'argument, c'était il n'y avait pas, en fait, d'industrie en matière d'imprimerie qui puisse être capable de faire pour garantir
qualité, sécurité et fiabilité. Et donc, pour la plupart, en termes de matériaux, la Sénat a recours à des partenaires extérieurs. Nous avons depuis quelques années fait l'expérience de la zone industrielle de Glodjigbe, qui déjà dans ses pas a déjà marqué quelque peu en fait la sphère internationale à travers ce contrat avec, par exemple, la FIFA, où il est dit la confection de maillots de plus de 60 000 maillots pour le compte de la FIFA. Et donc, lorsque nous avons cette propension à aller à l'extérieur, aller dégoter des contrats, pourquoi pas on ne peut pas commencer avec nos institutions, encore que en fait il s'agit de questions sensibles d'élection. Et donc, comme vous le dites tantôt, ça a une valeur profondément économique, mais ça aussi entretient une certaine fierté de voir que ce que nous sommes en train de faire, ça puisse nourrir, ça puisse répondre en fait aux besoins que nous avons et en cette matière, les besoins en matière électorale. Voilà, les discussions en cette matière avaient commencé de relever que nous avons eu de cette descente des autorités de la Sénat à la GDZ le mercredi dernier. Donc, ils étaient venus, ils ont fait le déplacement pour concrétiser, pour voir véritablement si le dispositif permet notamment la confection d'un certain nombre de matériel électoral, notamment les isoloirs et d'autres matériels électoraux qu'ils pourront envisager. Mais l'essentiel, c'était que ça devait permettre d'offrir plus de sécurité, en fait, contrairement aux isoloirs, aux mécanismes d'isoloir que nous n'avons pas le passé. Donc, ce sera encore une certaine avancée pour garantir la sécurité du vote de nos compatriotes à l'occasion de ces élections-là. Donc, c'est à saluer autant pour la Sénat que pour les autorités de la DGZ qui ont vu, en fait, opportun de conjuguer les efforts pour que quelque chose de potable naisse de ces rapports-là. Robert Seguier, le consommant local qui semble vouloir atteindre nos élections, de quoi se réjouir? Oui, vraiment, de quoi se réjouir, puisque vous savez très bien que, comme l'a dit pour le commun de mes prédécesseurs, c'est déjà le financement, l'autofinancement, cette souveraineté financière face à tout ce qui est dépenses électorales dans le cadre des élections, qui déjà remonte de fait que c'est le contribuable béninois qui désormais à 100% finance les élections en République du Bénin. Alors, quoi de plus beau que le contribuable sache que désormais, ces fonds ne sont plus envoyés pour importer, n'est-ce pas, des produits et des matériaux qui entrent dans l'organisation de ces élections-là, puisque c'est un pas de plus, pour ne pas dire le dernier pas souverain, qui est de ce que les fonds qui quittent les caisses de l'État rentrent encore autrement dans les caisses de l'État, surtout en profitant aux citoyens béninois. Qui vous souviennent, c'est plus de 3000 Béninois qui sont à l'exercice dans cette zone industrielle, qui a déjà fait ses preuves. Aujourd'hui, nous avons le personnel de la sécurité et de la défense qui est à 100% habillé par cette zone-là, et plein de choses qui montrent à un niveau plus supérieur de la considération de cette forme de souveraineté que le Bénin veut, un tant soit peu, avoir le monopole, le contrôle total sur ces joutes électorales. Mais il y a aussi un fait qu'il ne faut pas négliger. À partir du moment où vous avez vous-même la possibilité d'imprimer et de faire un certain nombre de choses au Bénin ici, vous convenez avec moi qu'il y a, ça porte en dehors de cette souveraineté, de ce consommant local qui s'affirme, ça porte aussi une certaine forme de transparence, n'est-ce pas, au niveau de ces matériels électoraux en matière de lutte contre les fraudes électorales. Comment justement c'est parce que Julien le disait, je vous relance là directement. Comment vous percevez cette transparence et de neutralité des élections à travers cette possible action de la Sénat? Très bien. Aujourd'hui, nous saurons avec précision que c'est une industrie, n'est-ce pas, une machine béninoise qui a produit avec des sceaux qui sont bien reconnaissables, dont la copie ne pourrait plus être facilement faisable. Je ne veux indexer aucune industrie hors des frontières du Bénin, mais vous savez très bien que de la position du Bénin aujourd'hui, nous savons avec l'évolution de la technologie dans certains pays que nous avons en voisinage, que les gens avaient cette possibilité de dupliquer, n'est-ce pas, ces produits-là. Mais sachant que c'est à l'intérieur que ces produits, il y a une forme
de contrôle déjà à partir de la date de livraison, du contrôle du stock et du transport. Parce que entre-temps, la sécurité à 100% de l'industrie vers la Sénat et de la Sénat vers les postes est beaucoup plus dans une forme de clarté. Et nous avons déjà eu des expériences en matière de tracking, en matière de suivi, à l'intérieur même des transports de matériaux ou d'ouvrages quittant le port pour d'autres destinations. Je sais de quoi je parle pour les produits le produit de vérification des importations et de tracking que nous connaissons. Mais en dehors de ça aussi, c'est la qualité qui sera unique en son genre, du fait que c'est du Bénin, où avec une certaine facilité, on peut facilement noter la copie. N'oubliez pas aussi que c'est l'industrie, la crédibilité de l'industrie qui fournit désormais pour assurer la confiance vis-à-vis de l'État béninois. Ça va de sa notoriété de faire une forme un produit qui sera détectable si la copie y est. Vous voyez, donc d'une manière ou d'une autre, il y a la notoriété de l'industrie localement produit. Il y a aussi le fait que, à travers cette prestation, cette industrie va facilement quêter d'autres marchés dans la sous-région, faire les pays voisins. Oui, sur cet aspect. Bonia Kanagonou, la question sur la table là tout de suite, c'est comment cette production locale garantit la perception d'une certaine transparence justement dans les élections. Non mais écoutez, nous sommes, on est devant le fait accompli, on sait qui a produit l'équipement, qui produit les équipements électoraux, on sait tout le dispositif, parce que justement, quand c'est produit comme ça, il y aura un dispositif de contrôle, un dispositif de suivi, et certainement des éléments qui seront intégrés pour empêcher les falsifications, les reproductions parallèles et autres. Donc quand c'est fait à l'interne, on est plus convaincu de ce qui est fait pour nous, mais quand c'est fait depuis l'extérieur, il y a un risque il y a un véritable risque de falsification, de manipulation, etc. Donc, le simple fait que ce soit produit sur place est d'abord une gage de sécurité. Et puis ensuite, je suis certain que les techniciens qui vont produire ces éléments-là mettront les garde-fous qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de falsification. Donc, en termes de sécurité, oui, quand c'est produit sur place, ça donne plus de sécurité que ce soit produit ailleurs et transporté vers chez nous. Là, il y a un véritable risque de manipulation. Là, ça sera peut-être une première expérience pour la GDIZ, Julio Tometti. Grosse question, est-ce que cette industrie qui est, on va dire, naissante pratiquement, pourra effectivement combler ce besoin de la Sénat, parce qu'on parle de millions d'électeurs quand même? Oui, bien sûr, c'est ce qui motive justement le déplacement en fait de certaines autorités de la Sénat, puisque comme je disais tantôt, des discussions préalables avaient eu lieu et il est question aujourd'hui que ces autorités aillent toucher du doigt si en fait les unités de production ont véritablement la capacité de pouvoir répondre aux besoins de la Sénat, notamment de ce que nous avons lu, des isoloirs et d'autres matériels électoraux. Et donc, de ce point de vue, je n'ai aucun doute sur ce que, en fait, si la production, on n'a pas de garantie de qualité pour la production, c'est sans doute que la Sénat ne s'y engagera pas. Mais ce que nous avons noté, c'est que à la fin, des discussions ou bien de cette visite-là, on a noté une quinte de satisfaction au niveau de ces autorités, notamment la chef de délégation, Madame Adosso, Monsieur François Abiola et un troisième. Donc, ils étaient satisfaits de ce qu'ils ont vu, et ils ont même exprimé une sorte de fierté de ce que, en fait, il y a du beau à côté de nous qu'on peut exploiter. Donc, autant que faire se peut, si les besoins, on peut trouver des solutions aux besoins à l'interne, autant les exploiter. C'est la dynamique actuelle en fait de la Sénat, et je pense que toutes les autres institutions de la République devraient emboîter le pas, comme bien entendu au niveau de l'armée, ça se fait déjà pour un certain nombre d'éléments entrant dans le cadre de l'habillement des tenues en fait de nos forces de sécurité et de défense. Donc il faut explorer, voir
toutes les possibilités que la GDIZ peut donner, mais il revient à ces autorités aussi de faire des propositions par rapport aux prestations ou aux productions qu'ils sont capables d'offrir pour satisfaire les besoins. J'ai noté qu'en termes d'éléments que ce qui est vérifié, notamment, c'est par rapport, parce que au-delà de la question de transparence dont nous parlons, il y a la sécurité du vote. Les isoloirs participent en fait de cette sécurité-là. Ce qui veut dire que on ne dit pas que ce que nous avions eu par le passé, peut-être parce que c'est commandé à l'extérieur et tout, ça a entaché la crédibilité de nos élections, mais ça renforce davantage la confiance de ce que, en fait, c'est produit ici. Et aujourd'hui, il y a, comment dire, une attention particulière pour ces isoloirs-là. Comme je disais tantôt, les isoloirs, donc si le processus va à son thème, les isoloirs que nous aurons désormais dans le cadre de nos élections générales sont des isoloirs qui offrent plus de sécurité aux électeurs, c'est-à-dire pour garantir la confidentialité de leur vote, en même temps que ça va donner un aspect un peu plus beau que ce que nous avions l'habitude de voir. Parce que moi, il m'est arrivé de voir en fait des isoloirs contre et qui se cassent. On se demande véritablement comment ça a été conçu, où ça a été conçu, quelle était la garantie de qualité que les gens ont eue. Et donc là, aujourd'hui, nous sommes presque rassurés de ce qu'il y aura du beau, en fait, par rapport aux isoloirs. Et nous souhaitons que sur les autres aspects, que ce soit la GDZ ou d'autres démembrements de la GDZ se positionnent, en fait, sur les différents aspects pour que, peut-être à un moment donné, nous puissions dire qu'à 100%, les recettes que nous sortons, même pas si ce n'est pas à 100%, parce qu'il y a forcément en fait d'autres prestataires dont on a besoin, mais que la plus grande partie des ressources que nous déployons pour nos élections servent à nourrir le tissu économique béninois. Vous n'avez pas également de doute sur la capacité de production de la GDIZ? Pour question de doute, je n'en ai aucun, parce que la GDIZ, d'une manière ou d'une autre, a fait appel à des spécialistes, n'est-ce pas? Puisque les toutes premières livraisons qui vous en souviennent, c'est aux États-Unis d'Amérique qu'on a livré une certaine quantité de t-shirts. Et vous savez très bien, d'une manière, de la façon dont, en matière de, je dirais, en matière de qualité et de finesse, les clients américains auraient pu retourner au cas où ça ne répondrait pas aux normes. Donc, du coup, je n'ai aucun doute. L'autre chose qui me rassure plus encore, c'est le fait que c'est une production locale. Et donc, on peut déjà juger le produit lorsque les productions commencent. C'est-à-dire, la Sénat a la possibilité de faire encore des propositions d'amendement. Alors que si on avait commandé de l'extérieur, vous convenez avec moi que c'est à l'ouverture du conteneur, localement déjà arrivé, qu'on va constater et qu'on ne ferait plus autrement que d'utiliser, quelle que soit la qualité qui viendrait. Donc, c'est vrai qu'aucune œuvre humaine n'étant parfaite, je sais très bien que c'est un enjeu de taille et qu'on le veuille ou pas, le Bénin, dans cette nouvelle dynamique de pouvoir prouver à lui-même et au reste du monde qu'il peut quelque chose, cette industrie-là, GDIZ, qui est en réalité les projecteurs du Bénin, ne peuvent pas produire quelque chose qui ne puisse intéresser d'autres. Moi, je trouve que c'est l'ouverture vers le marché extérieur d'ailleurs par rapport à cet aspect, puisque vous savez très bien qu'il y a bon nombre de pays encore en Afrique qui doivent importer, n'est-ce pas, ces matériels-là. Donc le Bénin se positionne dans une condition où c'est-à-dire la fluidité n'est plus trop facile sur les mers aujourd'hui, les transports maritimes ne sont plus trop favorables à cause des guerres dans le monde. Donc, livrer de l'Afrique vers un pays africain, le Bénin est bien positionné. Et je trouve que c'est un défi également pour la GDIZ, mais également pour le Bénin tout entier. Je crois que tous nous devons rester positifs sur cet aspect et que avec tout ce qu'on voit sortir de GDIZ, c'est que vous le voyez, moi je le retrouve sur les réseaux sociaux, des carreaux made in Bénin qu'on jette par terre, qui ne se cassent pas. Vous convenez que quelqu'un qui opère aussi dans le génie civil, c'est quelque chose qui nous convainc. Du moment où on a vendu tellement des carreaux venus de l'extérieur et qu'on trouve des qualités avec la finesse autant pour répondre que cela, c'est pas en voulant rendre service à l'État béninois à travers la Sénat que GDIZ ne va pas produire quelque chose qui bat toute concurrence. Donc, voilà. J'espère et
je ne serai pas déçu, je suis sûr. Alors, pour finir sur ce premier sujet, Boniak Anagonou, si ce pari il est gagné, ça pourrait peut-être inspirer la sous-région et nous faire peut-être également des clients en matière de production de matériel ou d'équipements électoraux. Absolument, et je crois que c'est même l'objectif. À l'installation de la GDIZ, la République du Bénin entend s'ouvrir au monde. Et donc, la Sénat, en ayant cette démarche-là, je crois que ce n'est pas forcément ce n'est pas seulement une démarche logistique, hein. C'est d'abord une affirmation d'une certaine souveraineté. C'est d'envoyer un message clair au monde entier pour dire oui, nous aspirons à notre souveraineté totale. Oui, nous organisons nos élections sur nos propres fonds. Désormais, les équipements qui entrent en ligne de compte, n'est-ce pas, pour cette organisation-là, seront fabriqués chez nous. Donc, en le faisant ainsi, c'est un message clair que nous envoyons vers le monde entier. Et cette orientation, je crois, permet une certaine enracinement de la démocratie, notamment en s'appuyant sur ce qui est notre, justement. Julien Tometi, de quoi aussi renforcer cette intégration régionale? Là, on voit loin. Oui, parce que premièrement, en fait, le défi de la GDZ aujourd'hui, c'est de travailler à convaincre et arriver à davantage exporter en fait ces productions. Vous savez, depuis quelque temps, le Bénin est presque en fait une école sur le plan institutionnel en matière d'élection et sur bon nombre d'aspects. Et donc, ces références feront que quand on s'interroge sur comment le Bénin fait, on ne pourra pas occulter désormais en fait la GDZ dans le processus électoral, pas formellement, mais dans comment dire, la production d'équipements électoraux. Ça veut dire que de plus en plus nous serons capables donc d'être une référence dans la sous-région pour nos propres besoins en matière d'équipements électoraux, mais également pour en exporter. Cela fera en fait de la valeur ajoutée. Cela va être sans doute très présent dans la balance commerciale par rapport aux relations commerciales que nous avons avec les autres. Et c'est l'économie béninoise qui est en train de prospérer. Et donc, tout le défi aujourd'hui, ça reste que la GDZ puisse véritablement convaincre par rapport à cette confiance que les autorités de la Sénat sont en train de placer en elle. Là maintenant, la Sénat va réfléchir donc pour lancer cette commande. On espère que ça va se concrétiser. Mais nous rappelons que nous sommes officiellement à 6 mois du scrutin de 2026 et donc plus de possibilités de révision de ce code électoral tel que réédité par la minorité parlementaire à l'Assemblée nationale cette semaine puisque nous sommes le 11 juillet et comme on le sait, sauf consensus, il n'y a plus de possibilité de révision de ce code électoral. Bon, c'est pas qu'on non plus on en une, mais vous, Roméo Aïsegbe, alors peut-être le consensus pour sauver l'opposition dans sa quête de révision? Quand vous dites pour sauver l'opposition, à mon avis, l'opposition elle-même ne va pas être d'accord qu'on puisse parler de la sauver parce que c'est de cette opposition-là qui est supposée être le parti du peuple. Et nous allons vers les élections où aujourd'hui les tests ont mis l'accent sur le vote, c'est-à-dire les tests ont donné de la valeur à la population en matière de quantité pour faire le choix de ceux qui auront en main la destinée, en tout cas ceux qui vont les représenter à divers niveaux. Que ça soit au niveau des communes, que ça soit au niveau de l'Assemblée nationale. Et je pense que cette volonté affirmée de ne pas réviser est une volonté qui émane d'abord de la confiance que le peuple a en ses élus, à savoir les députés de l'Assemblée nationale. Qu'ils vous souviennent, les tests en revue du Bénin, à savoir la Constitution, donnent quand même un certain privilège au peuple. Et durant tout le temps qu'a duré l'envie ou les murmures autour de ce code électoral, on n'a pas vu véritablement une volonté manifeste du peuple de ce que les gens touchent. Et nous avons un peuple qui est quand même très, très intéressé à la vie politique et publique de son pays. Nous avons un peuple qui est vraiment à l'écoute. Nous avons un peuple qui est instruit. La preuve, les résultats aux divers examens le montrent aisément. Et donc, nous pouvons quand même nous rassurer du fait que le peuple est d'accord avec ce test-là, quitte à ce que les hommes politiques se rangent
dans la volonté manifeste du peuple, puisque eux, que ce soit de la minorité parlementaire ou de la majorité parlementaire, je ne veux pas prononcer forcément opposition mouvance, les députés ont véritablement inspiré confiance au peuple qui les avait choisis en 2023 pour qu'ils puissent véritablement aller vers cette forme d'élection désormais. Et nous savons tous que c'est une première expérience et qui a peur de la mise en évidence ne fait aucun progrès. Donc je pense que le Bénin, nous avons tous le plaisir de parler de ce Bénin qui est l'initiateur en 90 du processus démocratique, qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, met la pression sur tous les présidents de la sous-région. Et encore le Bénin, pour le nouvel ère qui commence dans un contexte, n'est-ce pas, où l'alternance, le vote devient de plus en plus ce que demandent les peuples d'Afrique. Comprenons en sorte que le Bénin veut, le peuple béninois veut aussi faire face à son destin à travers une innovation dans le monde électoral. Et je crois que l'opposition a compris que ce peuple n'est pas d'accord avec leur doléance qu'ils ont certainement fait, parce que ce à quoi ils s'attendaient en émettant leur grief, en expliquant à leur façon ce qu'ils n'ont pas accepté dans le code, n'a pas été accepté par le peuple. Et nous savons très bien les récriminations qui ont épousé la philosophie du peuple. On a vu le peuple dans les rues, donc ça n'a pas vraiment épousé la philosophie du peuple, quitte à ce que les hommes politiques se préparent maintenant pour voir à quelle sauce la population s'attend à les manger dans les urnes. Alors, Bounia Kanagonou, selon la charte de la CEDEAO, on ne peut plus maintenant toucher à ce test électoral. Il n'y a que le consensus. Mais quand on se réfère à la posture de la majorité parlementaire, peut-on officiellement dire maintenant, alors qu'on le disait depuis, passons à autre chose, restons focus sur la tenue de ce scrutin de 2026? Alors, merci Angèle. Il faut dire que la CEDEAO, dans son organisation, et surtout dans cette génie-là de voter le protocole additionnel pour interdire pratiquement les révisions, donc, sinon les retouches des codes électoraux, c'est ça, hein, les codes électoraux, pardon, oral, à 6 mois des élections, c'était pour un motif précis. C'était pour empêcher les manipulations, c'était pour empêcher les petits calculs politiciens, c'était pour permettre à tous les acteurs qui vont se mettre sur la ligne de départ d'être en connaissance réelle et claire des tests ou bien des règles qui vont régir, n'est-ce pas, les élections auxquelles ces acteurs-là vont participer. Donc c'était l'objectif, enfin ça reste l'objectif. L'objectif c'est d'empêcher le parti au pouvoir, la majorité au pouvoir, de manipuler les tests de sorte à faire de petits calculs pour empêcher peut-être d'autres d'être au même niveau d'information qu'eux. Ceci étant, il est arrivé que on puisse ne pas s'entendre sur un certain nombre de choses. Et le protocole additionnel dit, si les acteurs politiques en question estiment qu'il y a des trucs à retoucher, qu'il faut nécessairement, et bien évidemment à 6 mois des élections, si retouche il doit y avoir, il faut nécessairement que les acteurs s'asseyent, qu'ils discutent et qu'ils, de façon consensuelle, modifient les règles qui doivent régir évidemment la ligne de départ pour chacun d'entre eux. Ensuite, il faut dire clairement que aujourd'hui au Bénin, je vois très mal, je ne suis pas certain qu'il y ait encore une révision donc, du code électoral à 6 mois donc, des élections. Je crois que les règles sont connues de chacun des partis politiques qui doivent compétir, et donc on va juste les appeler à s'approprier véritablement ces tests-là et à se préparer sur le terrain, n'est-ce pas, pour aller à la conquête donc, du suffrage universel. Alors, Julio Tometti, quand on se réfère à cette longue déclaration du groupe parlementaire Les Démocrates, qui est d'ailleurs revenu encore sur, ou qui a réitéré la révision du code électoral, est-ce à dire que cette minorité reste focus alors qu'on passe officiellement le délai? Oui, en fait, cela participe en fait d'un langage politique, sinon plus précisément électoral, d'une forme de communication politique.
et on ne peut pas le leur reprocher parce que c'est du rôle de l'opposition chaque fois, étant donné que ce sont les autres qui l'ont fait, de trouver qu'il y a forcément encore à redire. Parlant de la portée du protocole additionnel sur les élections et la bonne gouvernance, qui, dans son article 2, a dit plus précisément, je voudrais vous le lire et on va en tirer les conséquences. Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Ce qui fait que dans notre contexte institutionnel, notre code électoral, à partir de ce moment, est élevé presque au rang d'une norme ou bien d'une loi constitutionnelle qui ne peut plus en fait être abordée. Oui, non. Depuis que la constitutionnalité est passée. Non, c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, il ne s'agira pas pour modifier le code électoral avec la majorité simple, vous ne pouvez plus. En fait, c'est pourquoi il dit c'est comme une loi, c'est comme une loi constitutionnelle où il faut dans certains cas les 2/3, dans d'autres cas les 4/5. Et je pense, dans l'esprit de ce protocole, il ne s'agit même pas que des acteurs politiques représentés à l'Assemblée nationale. Il s'agit des acteurs politiques, toutes tendances confondues, parce que d'autres acteurs politiques, d'autres partis politiques n'étant pas représentés au Parlement, entendent prendre part aux élections. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est plus une question qui va se discuter simplement au Palais des gouverneurs, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, mais c'est un débat public qui va réunir les acteurs politiques dans leur ensemble. Et donc, moi je dis c'est suffisamment un gage, en fait, pour les partis politiques de l'opposition, puisque aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, en fait, par exemple, les 2 partis de la mouvance qui ont une forte majorité ne peuvent pas eux seuls réviser en fait cette loi, procéder à une réforme de cette loi-là, sans que les autres partis prenants, c'est-à-dire le parti LD et les autres partis ne participent véritablement au débat. Et donc, c'est ce que nous pouvons dire de point de vue formel. Maintenant, sur les réalités, il y avait possibilité, donc pour dire qu'il y a possibilité si les acteurs sont d'accord. Mais juste là, vous allez constater que dans le débat qui se fait, et je pense qu'il y a un acteur politique qui a invité même les partis politiques d'opposition à cela, mais depuis là, nous n'avons pas eu de retour. C'est-à-dire quoi? On dit que le code n'est pas bon, il faut le changer, il faut le modifier. Mais qu'est-ce que l'on propose véritablement en termes de changement? Vous n'allez pas entendre en fait véritablement des propositions concrètes de changement. Si les seuils de 10% au plan national, ajoutés au seuil de 20% par circonscription électorale, si ceux qui estiment que c'est trop, jusque-là, n'ont pas encore proposé sur la base d'éléments fiables présentés, quel peut être le seuil acceptable, nous n'avons pas encore en fait de ces propositions. Donc, il n'y a que des récriminations, mais de propositions concrètes, jusque-là, nous n'en avons pas. À partir de ce moment-là, sur quelle base peut-on envisager d'aller à une réforme de cette loi électorale, comme vous le dites? Le débat, de point de vue formel, en fait, sur la réforme du code électoral doit être rangé. Encore que, nous sommes il y a depuis quelques jours, la Sénat a rendu public, en fait, le calendrier électoral pour les élections législatives, les élections communales et les élections présidentielles. À partir de ce moment-là, donc, la Sénat est déjà lancée. Et vous allez constater que la formule de convocation du corps électoral qui était réservée au président de la République n'a même plus de substance, parce que nous sommes aujourd'hui, à partir de ce moment-là, fixés en fait sur le calendrier électoral. Donc je ne crois pas que du point de vue formel ou en garantissant la crédibilité ou la fiabilité du processus électoral qu'il soit encore envisagé à la date d'aujourd'hui de penser ou d'espérer une possible réforme de la loi électorale. Les partis politiques sont donc conviés, comme nous l'avons toujours fait, à travailler en prenant comme baromètre les dispositions du code électoral. Et si vous ne croyez plus ou pas à une possible ou probable retouche, Roméo Aïssegbe, est-ce qu'on s'acheminerait alors vers une campagne électorale aux enjeux majeurs de part et d'autre? Oui, et je peux vous dire que le bénéfice qu'a ce code électoral, c'est que quand on regarde un peu dans l'histoire, c'est le code électoral qui a fait couler beaucoup de salive et d'encre.
Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on a eu le temps, je veux parler des citoyens béninois, que nous sommes, de connaître désormais les règles du jeu, au point où celui qui connaît les règles du jeu, comme vous le savez, est comme un client ou un compétiteur qui est prisé. Et ça renforce de plus la valeur de l'électeur face aux candidats, aux partis politiques. Et là où moi je trouve que ce jeu auquel nous voulons faire face, qui est, n'est-ce pas, la participation aux élections, et on a déjà commencé par entendre ça et là, et vous le savez, des candidatures se prononcer, et la majorité des candidatures prononcées viennent de l'opposition. Si vous avez fait attention, ça voudra dire que, en réalité, c'était une forme d'animation de la vie politique et publique, ces récriminations qu'ils avaient fait. Donc, je pense, sans me tromper, que et en faisant bonne foi, en considérant de bonne foi ceux qui ont déjà déclaré leur candidature, on a des militants de LD qui ont déclaré leur candidature, on a les je ne sais pas combien vous comptez. Hein, des LD ou qu'on ne veut pas, en tout cas le parti politique, les démocrates, un de leurs militants non négligeable a déclaré sa candidature. Officiellement, oui. On en connaît au moins un. On en connaît au moins un. Un seul. Je ne sais pas combien vous en comptez qui soit de cette formation politique. Se réclame du cadre de connotation de l'opposition. Il n'a pas dit qu'il est de non, bien sûr, il a été invité sur plusieurs plateaux où on le voit, on le sent proche du cadre de connotation et qui a déclaré sa candidature. Je me base sur FN, comment on l'appelle, NFN, qui est de l'opposition, de ce cadre-là aussi, qui a déclaré sa candidature. Donc, quand un cadre de concertation n'est pas un parti politique. Non, justement, je parle des voix de l'opposition. Et donc, par rapport à ça, considérez avec moi que c'est des acteurs politiques qui comprennent l'enjeu, qui comprennent les règles du jeu et qui, malgré qu'on peut les considérer comme n'étant pas véritablement équipés pour participer à ces élections-là, ont osé affirmer qu'ils vont compétir. Donc, ça va aisément, moi, à mon niveau, pour que ceux qui sont suffisamment équipés, à savoir ceux qui ont à leur disposition les parrains pour participer, n'est-ce pas, à ces élections, puissent ne pas continuer à préparer cette élection. Moi, je sens plutôt que ça sera une grande messe électorale et qui va, en plus de ce que nous connaissons déjà du Bénin par rapport aux élections, va encore relever le niveau de conscience et affirmer la fierté de la citoyenneté béninoise sur l'échiquier politique. Alors, Boniek Anagono, ce code électoral comme parfait argument de campagne maintenant, vu qu'on n'a pas pu atteindre les objectifs de révision. Non mais absolument, le verrouillage du code électoral actuellement doit pouvoir pousser les partis politiques. Et quand je dis verrouillage, c'est que l'incapacité à le réviser actuellement de façon visible doit pouvoir pousser les partis politiques à se mettre véritablement au travail désormais. Désormais, il faut s'organiser, il n'y aura plus de place pour l'improvisation, il faut s'organiser, aller sur le terrain, convaincre avec des arguments tangibles et clairs, reconquérir l'opinion publique et donc se préparer véritablement pour ces élections. Il faut dire que, ce faisant, les partis politiques vont batailler à armes égales, mais forcément à stratégie inégale. Donc ça reste à la portée de chacun. Et je crois que c'est pour, évidemment, la beauté donc, de cette élection au Bénin. Chacun usera de toutes les stratégies pour convaincre les électeurs maintenant. Julio Tometi, on finit là-dessus. Oui, vous savez, ce débat autour du code électoral a le privilège ou a le bonheur, d'une certaine façon, de nous permettre tous de comprendre même les méandres du code électoral. Nul acteur politique ne peut dire qu'il ignore telle ou telle disposition substantielle de ce code. On a vu même, en fait, un acteur, de la société civile d'un très bon acabit qui, sur un plateau, qui s'est royalement trompé sur l'interprétation d'une disposition, par exemple. Et bien heureusement, il a été, lumière lui a été apportée sur ce qu'il semblait ne pas comprendre. Donc, ça a eu, en fait, cette forme de vertu de nous permettre de maîtriser un tant soit peu, en fait, le contenu de ce code-là. Et donc, ce qui reste maintenant pour les acteurs, nous sommes tous fixés sur la substance du code électoral. Ce qui reste, et je pense que les acteurs politiques, totalement confondus, ils travaillent déjà parce que chacun doit se rendre compte
de sa, je ne dis pas de sa faiblesse, mais chacun doit se rendre compte de l'effort supplémentaire qui lui reste à faire en tenant compte des joutes électorales passées, en tenant compte de leur capacité en termes de mobilisation, de dire qu'ils doivent davantage faire plus ou davantage, comme il a été dit dans la philosophie de la réforme du cercle partisan, d'aller davantage à de plus grands ensemble. C'est le défi aujourd'hui, parce que en fait, il faut être clair pour le dire, ça ne laisse plus de place en fait aux aventures solitaires. Donc, de ce point de vue, d'une manière ou d'une autre, les gens, s'ils sont sérieux ou s'ils ne le sont pas, c'est dans la démarche maintenant qu'on le saura. On nous a demandé d'éviter de dire que ceux qui se sont trop déclarés ne sont pas sérieux ou qui sont fantaisistes. Ça sonne comme des insultes, mais donc il doit travailler à nous démontrer véritablement qu'ils sont sérieux et les candidatures qui sont passées et ceux qui viendront en fait être proposés aux populations, bien entendu à travers les partis politiques qui jusque-là détiennent en fait le monopole avec les députés et maires de nous proposer, en fait de proposer à la masse des candidats à la présidentielle. Tous dans l'arène maintenant, comme parti politique. Merci à vous, chers invités, pour votre disponibilité à tenir ces échanges. Romain Waïsegbe, Julio Tometi et vous, Bounia Nanagono. Mesdames et messieurs, merci à vous surtout de nous avoir suivis. Ainsi prend fin donc le débat de ce soir. Nous vous retrouvons lundi avec le même plaisir. Le temps pour nous de vous rappeler que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques. E-Télé avec vous, pour vous, très belle soirée en compagnie du reste de nos programmes.